Je ne vais pas vous demander à tous individuellement comment vous définissez la création de valeur de votre entreprise, mais c'est un peu la question que je voudrais traiter aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes, enfin normalement chacun a une idée, mais pourtant elles sont très très différentes. Donc on va essayer d'analyser justement quelles peuvent être les forces et faiblesses de chacune de ces définitions. Donc si je vous donne 2 secondes comme ça, réfléchissez quels sont les 3-4 critères que vous utiliseriez pour mesurer la création de valeur dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous proposeriez? Alors je vais vous aider, j'ai prévu des petites définitions naturellement. Alors le mot qui revient le plus souvent, c'est la marge brute. Donc c'est plutôt une approche des opérationnels. Et donc très souvent, on a des entreprises qui disent je crée de la valeur dès l'instant où j'ai une marge brute satisfaisante. Est-ce que ça a du sens? Oui, effectivement, si vous prenez des matériaux, que vous transformez ça, enfin vous faites des achats et vous revendez, donc une marge commerciale, effectivement, ça peut avoir du sens pour le terrain. Après, la question, c'est est-ce que ça crée de la valeur pour l'entreprise? Ça, c'est un autre sujet. Donc, effectivement, ce critère de marge brute est probablement le plus développé, en tout cas un des critères, mais on va voir quelles en sont ses limites. Ensuite, si vous allez un peu plus loin, on va sur la marge sur EBITDA, donc la marge en français, l'excédent brut d'exploitation. L'idée, c'est effectivement de descendre d'un cran et de dire finalement, la création de valeur, c'est dès l'instant où je récupère du cash, ou en tout cas de l'argent, on va dire de façon plus large, sur mon chiffre d'affaires une fois que j'ai financé toute l'exploitation. D'accord? Donc là, c'est bien intéressant, l'EBITDA, pour comprendre si finalement une entreprise a une certaine valeur au niveau de son exploitation, indépendamment de l'investissement, indépendamment de la finance, indépendamment de la politique fiscale. Donc on est vraiment sur le cœur d'activité. Si on prend la marge sur EBIT, certains préfèrent la marge sur EBIT et marge sur EBITDA. Donc, je suis un ancien analyste financier et c'était toujours le gros débat que l'on avait. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre? La réponse, je pense que ça dépend du secteur. La marge sur EBITDA est intéressante dans tous les cas, bien sûr, puisqu'effectivement, quand vous regardez une entreprise, ce qui est intéressant, c'est quand même de comprendre si elle crée de la marge au niveau de son exploitation. Mais l'EBIT, effectivement, donc le résultat d'exploitation en version française, intègre la politique d'investissement, donc tous les amortissements. Et donc, effectivement, si vous êtes intéressé par l'analyse d'une entreprise, pour l'acheter ou pour connaître la performance de la vôtre, il est très compréhensible, naturellement, il est très utile d'étudier aussi la politique d'investissement. Si vous avez vous hésitez entre 2 entreprises, vous regardez 2 entreprises, il y en a une qui a une très belle marge d'exploitation, mais finalement qui est complètement consommée par les investissements, in fine, vous ne devrez pas être beaucoup plus riche que si vous avez une petite marge d'EBITDA, donc d'excédent brut d'exploitation, et une faible politique d'investissement. D'accord? Donc finalement, en gros, l'EBITDA, c'est très utile parce que ça vous donne un overview ou une vue globale de votre exploitation, mais attention, si l'entreprise a besoin d'investissement, donc si elle consomme beaucoup de capital, effectivement, la marge sur EBIT est un indicateur additionnel qu'il faut considérer. Alors ensuite, on a la marge nette. Donc, de la même façon que marge brute, vous avez, si je vous demande à tous de me définir la marge brute, il y a des chances qu'on ait une dizaine de définitions différentes. Chaque entreprise, finalement, l'a customisée selon le poste qu'il souhaitait. Marge nette, c'est encore pire. Marge nette, en fait, j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, lors d'une formation dans une entreprise, la marge quintuple nette. Alors, je connaissais la marge triple nette, et là, j'ai découvert la marge quintuple nette. Donc, vous dites quand même 5 fois net, netté 5 fois, ça doit être vraiment très net. Et bien, en fait, c'est quand même une marge brute. Donc, je leur ai dit gentiment, bon, ok, c'est la marge brute qui vous intéresse. Donc, en fait, effectivement, on peut décomposer la marge brute en différents postes, et selon ce que vous allez mettre, certains l'appellent marge nette. Ici, la marge nette à laquelle je pensais, c'était plutôt le résultat net divisé par le chiffre d'affaires. Donc, effectivement, une fois que j'ai considéré l'exploitation grâce à l'EBITDA, la politique d'investissement grâce à l'EBIT, la politique financière au niveau du résultat financier et les impôts, il me reste le résultat net. Est-ce que le résultat net est un bon indicateur de la performance? Oui et non, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de l'analyse de la performance de l'entreprise, on va dire la pollution comptable, financière et fiscale est tellement forte que finalement, acheter une entreprise sur sa marge nette est probablement très très insuffisant. Par contre, si vous êtes un actionnaire, ça peut avoir beaucoup de sens de regarder cela. Pourquoi? Parce que la marge nette, c'est le résultat net divisé par le chiffre d'affaires.
Ce résultat net, finalement, c'est ce qui vous revient. Donc ça aussi, c'est toujours un débat que j'ai dans les formations où l'on est en recherche. À qui appartient le résultat net? Eh bien, 100% à l'actionnaire, puisque finalement, le résultat net va être partiellement distribué sous forme de dividende, donc ça va à l'actionnaire. L'autre partie qui n'est pas distribuée, beaucoup de gens disent ça va à l'entreprise, mais finalement, ça va où? Ça va dans les réserves, et les réserves sont dans les fonds propres, donc ça revient à nouveau à l'actionnaire. Donc 100% du résultat net va à l'actionnaire, et effectivement, à ce titre, l'analyse de la marge nette peut être intéressante. Donc ça, c'est les 3-4 ratios au niveau de la marge. Est-ce qu'avec ça, on peut considérer que si on a une forte marge nette ou une faible marge nette, ou une forte marge brute et une faible marge brute, on a créé de la valeur? Probablement pas. Si je prends un exemple, le retail, la distribution, la grande distribution, vous avez des marges qui sont à 2-3% net. Pourtant, il crée quand même beaucoup de valeur. Donc cet indicateur n'est pas suffisant et petit à petit, les entreprises ont évolué vers des concepts de marge, vers des concepts de rentabilité. Alors, quelle est la différence entre une marge et une rentabilité? Tout simplement, alors là, il y a beaucoup d'abus de langage. Vous avez beaucoup de gens qui disent « mon entreprise est très rentable » et quand vous demandez comment définissez-vous la rentabilité, ces gens-là vous disent ben, « ma marge brute est substantielle ». Bon, ok, abus de langage. Dans la réalité, la rentabilité se focalise sur les capitaux que vous investissez. Si personnellement, je vous demande, voilà, vous voulez investir dans une entreprise, est-ce que vous allez regarder les marges? Non, tout de suite, vous allez regarder combien je gagne par rapport à ce que j'ai mis. Et donc ça, c'est la rentabilité. Donc on a deux définitions de la rentabilité. Donc en fait, les marges, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est finalement chaque ligne du compte de résultat, je le divise par le chiffre d'affaires et j'ai une marge. Sur la rentabilité, on va faire appel aux capitaux. Capitaux de deux natures, soit la rentabilité financière, donc le fameux return on equity, on parle des capitaux propres. Quand est-ce que je suis intéressé par la rentabilité financière? Donc, quand est-ce que la rentabilité des capitaux propres m'intéresse? Quand je suis actionnaire, puisque justement, c'est ce que j'ai apporté. Donc, quand je suis actionnaire, je vais être très focalisé sur le return on equity, puisque je veux savoir combien j'ai gagné, le fameux résultat net dont je viens de vous parler, par rapport à combien j'ai mis les fonds propres. L'autre approche, la rentabilité économique ROCE. Là aussi, souvent, les gens se demandent est-ce que c'est mieux d'utiliser un indicateur ROE et ROCE? Il n'y a pas trop de débat. En fait, c'est juste un angle de vue différent. Qu'est-ce que c'est le ROCE, le Return on Capital Employed? Finalement, c'est à nouveau le même raisonnement. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai mis? Mais d'un point de vue de l'ensemble des ressources de l'entreprise. Donc, le capital employé, c'est les fonds propres et la dette. Et donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Les fonds propres raisonnent par rapport à le résultat net et la dette par rapport aux intérêts apportés. Résultat net plus intérêt, ça me donne la net EBIT, c'est-à-dire le résultat d'exploitation net. Résultat d'exploitation net divisé par les capitaux employés me donne la rentabilité économique. Donc ça, c'est deux ratios qui sont énormément utilisés. L'un vous donne la rentabilité financière d'un point de vue de l'actionnaire, l'autre vous donne la rentabilité financière d'un point de vue de l'entreprise en considérant l'ensemble des ressources. Donc ces deux ratios sont très utiles puisqu'effectivement, ils vous donnent deux angles, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend naturellement de ce qui vous intéresse. Alors, par rapport à la marge, est-ce que la rentabilité apporte beaucoup plus comme indication, comme indicateur par rapport à la création de valeur? La réponse est oui, parce que, encore une fois, vous pouvez avoir des marges très faibles et une très forte rentabilité. À l'opposé, vous pouvez avoir de très bonnes marges et une rentabilité très faible. Comment cela est possible? Si vous avez, par exemple dans le conseil, par exemple dans le retail, puisque j'avais pris cet exemple, les marges nettes à la fin du résultat net, vous achetez une boîte de petits pois, il reste 1-2% pour les distributeurs. Mais combien de capital a-t-il mis? Finalement pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie d'un besoin d'un fonds de roulement négatif. Donc qu'est-ce qu'il se passe? Finalement le client paye, il paye le fournisseur beaucoup plus tard et son stock est géré le plus rapidement possible, si bien que finalement le cash venant, les capitaux employés sont très faibles. Ce qui permet d'avoir un ROCE, donc une rentabilité économique très élevée, même en ayant des marges très faibles. À l'opposé, si vous prenez une industrie très capitalistique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des marges très jolies, 50%, 60%. Le problème, c'est si les investissements derrière sont très lourds, naturellement, vous allez avoir un beau dénominateur, mais aussi un gros numérateur, ce qui signifiera qu'effectivement, il faudra, vous aurez un ROCE qui ne sera pas très joli. Donc, ces deux ratios de rentabilité vous permettent, à mon avis, sont beaucoup plus utiles.
ou en tout cas vous permettent d'approcher plus vers un concept de création de valeur ou en tout cas de mesure de la performance. Est-ce qu'il faut jeter les autres indicateurs? Est-ce qu'il faut écarter la marge? Non, parce que naturellement, ça vous donne des indicateurs opérationnels. Et ça, c'est utile quand vous expliquez sur le terrain à des opérationnels par rapport à votre travail, vous allez améliorer la marge brute ou la marge d'exploitation. Naturellement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que de dire travailler dur parce qu'on cherche à améliorer le ROCE. Notamment dans les entreprises non cotées. Pour les entreprises cotées, il n'y a pas de souci. Les actionnaires leur mettent tellement la pression que le ROCE il est largement acquis, le ROE il est largement acquis. Et il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais pour les non cotés, effectivement, petit à petit, les entreprises vont vers cette notion de ROC. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme autre indicateur? Donc, vous n'êtes pas exprimé encore, mais je compte sur vous. On a parlé des marges, on a parlé de la rentabilité. L'autre système ou l'autre approche, c'est toute l'approche patrimoniale. Beaucoup de gens aiment bien en disant « Ok, des chiffres, c'est sympa, les marges et tout. Moi, ce que j'aime, c'est le dur. Est-ce que j'ai des vraies usines? Est-ce que j'ai des vrais immeubles? Est-ce que j'ai des vrais terrains? Ça, c'est bon, c'est de la richesse. Est-ce que j'ai des forêts? Par exemple, les assureurs. Hier, j'ai fait une formation pour un assureur qui avait beaucoup de forêts. Donc ça, c'était compliqué pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Le conseil d'administration estimait que ça, les forêts, au moins, c'est pour 50 ans, c'est du dur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout simplement, l'approche patrimoniale. Est-ce qu'il faut regarder les actifs? Donc, comme je l'ai évoqué, les forêts, l'immobilier, les actifs tangibles en général, ou l'actif net? Qu'est-ce que c'est l'actif net? C'est l'ensemble des actifs moins les dettes. Donc, ça correspond aux fonds propres. Donc, effectivement, cette approche patrimoniale est pas mal regardée par de très nombreux investisseurs et par des entreprises en disant c'est un petit peu la valeur à la case de mon entreprise. Si demain, je vendais mon entreprise, finalement, qu'est-ce que j'arrive à avoir comme actif? Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, pourquoi pas? Mais vous perdez toute cette notion de création de valeur par rapport au flux futur et donc, c'est un peu insuffisant. Et de vrais problèmes se posent. La marque. Est-ce que la marque crée de la valeur? Oui, généralement, si c'est une marque qui apporte beaucoup de business, on va créer de la marque. Le problème, dans un bilan, vous la trouvez où? Si c'est votre propre marque, souvent, elle n'y est pas. Donc, c'est dommage, la marque n'est pas valorisée. Si c'est une marque acquise, elle est dans le bilan au niveau des actifs incorporels. La question, c'est est-ce que cette marque acquise a une valeur? Vous avez beaucoup d'assureurs, en particulier parce qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions, et ils ont cette politique, mais aussi dans d'autres industries. Des sociétés qui acquièrent des entreprises, gardent la marque, vous avez souvent les deux noms, ou parfois ceux qui ont peur de choquer les deux groupes, ils mettent en gros une marque et puis la petite marque de celui qui a acquis, puis petit à petit, 2 ans après, ils redépensent des sommes importantes de marketing et tout pour mettre les deux noms de la même taille, et puis au bout de 7-8 ans, un des noms disparaît, enfin, celui de la société acquise disparaît et donc il reste l'acquéreur. Et vous avez quand même pour autant, dans le bilan, toujours cette marque qui apparaît. Pourquoi? Parce que pour des sociétés en norme IFRS, normalement, ces marques sont des actifs et ne bougent pas. Donc, si le régulateur est pas, le comptable n'est pas trop regardant, il doit pouvoir faire passer cette marque dans une couche de chiffres assez importante. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a des marques qui ne sont pas valorisées et de l'autre, on a des marques valorisées qui ne sont plus d'actualité. Alors le goodwill, c'est un autre de mes dadas. Donc qu'est-ce que c'est le goodwill? C'est les écarts d'acquisition en français. Donc c'est la différence entre le prix d'acquisition, quand vous faites une acquisition, et les fonds propres de la société. C'est la première ligne du bilan. Alors est-ce qu'un goodwill a de la valeur? Ça dépend. Quand vous achetez une société 120, quand elle a 100 de fonds propres, c'est que vous acceptez de payer ce prix-là parce que vous pensez qu'elle va générer dans l'avenir des flux futurs. Le problème, donc ça c'est une équation comptable. Prix d'acquisition moins fonds propres, c'est figé, c'est bon, on ne peut pas tergiverser. Par contre, la réalité économique derrière peut être différente. Si j'ai surpayé l'entreprise, au bout d'1 an ou 2 ans, je vais m'apercevoir que finalement, ce goodwill-là, donc cet écart d'acquisition, n'est pas une vraie valeur. Si j'ai payé 120, un truc qui vaut 110, j'ai 20 dans le bilan, en fait, ça ne vaut que 10. Donc ça va être un vrai problème. En norme IFRS, alors on a la même chose en norme nationale, mais à l'opposé, a dit pas de souci, pour gérer cela, nous allons faire des tests de dépréciation d'actifs, des impairments. Très bien, comment ça se passe? Vous allez avoir la première année votre acquisition et vous allez négocier, puisque vous n'avez finalement pas beaucoup de visibilité sur l'avenir, avec le comptable pour expliquer, ou le commissaire aux comptes,
que finalement ce goodwill aujourd'hui peut être un peu surestimé, mais que dans l'avenir vous êtes très serein, que vous avez trouvé d'autres synergies, des réductions de coûts, que tout va bien, et donc vous ne voulez pas que ce goodwill soit déprécié. Deuxième année, vous pouvez encore trouver une autre histoire et ça peut passer. Finalement, c'est qu'au bout de la troisième année que là, vous commencez à être coincé et donc on s'aperçoit, c'est des chiffres concrets puisque je suis en train là, de faire du lobbying sur cette mesure au titre de la SFAF et on a à peu près cette moyenne. On s'aperçoit qu'en moyenne, les sociétés arrivent à déprécier du goodwill au bout de 3 ans, alors qu'on sait que dès la première année, déjà, ce n'est pas de bonne qualité. Donc là encore, finalement, c'est qu'une histoire de comptabilité. Et donc, le goodwill dans le bilan peut ne valoir que la moitié. Si d'ailleurs vous regardez des bilans de sociétés cotées où là on a beaucoup d'infos et qui ont fait beaucoup d'acquisitions, très souvent vous avez cette ligne perte de valeur en français et impairment test en anglais qui signifie le montant qu'ils ont déprécié dans l'année. Alors, est-ce que c'est gênant pour une entreprise? Oui. Donc, ça vous montre en plus le biais. C'est gênant parce que si vous amortissez ce goodwill, ça signifie que vous reconnaissez que vous avez payé trop cher l'entreprise. En termes de track record, ensuite, quand vous allez faire une autre acquisition, vous achetez une entreprise, vous payez 17,7 milliards par exemple, au hasard. Vous montrez quelques temps plus tard que finalement vous avez payé 3 milliards de trop. La prochaine fois, quand vous allez vouloir lever à nouveau 15 milliards de capital, les actionnaires vont dire « tu es sûr que cette fois-ci c'est bon ». Donc naturellement, en termes de visibilité, c'est très mauvais. Et en plus, cette dépréciation passe par le compte de résultat. Donc si vous passez 1 milliard d'amortissement de goodwill par le compte de résultat, votre résultat final il va être un peu secoué. Donc, c'est pour ces raisons-là que les comptables dans les entreprises ont, on va dire, beaucoup à cœur de défendre leur goodwill et donc ils vont dire là-dessus, on passe rien. On veut bien passer d'autres provisions ailleurs, celle-là elle se voit moins, mais sur le goodwill, ils se défendent. Est-ce que c'est grave encore une fois? Bah oui, parce qu'il y a des sociétés, j'en connais pas mal, qui ont des goodwill pratiquement équivalents aux fonds propres. Donc ça veut dire que si ce goodwill d'acquisition, c'est du vent, bah, ça veut dire que leur fonds propres en face, puisque vous l'écrasez sur les fonds propres, c'est du vent aussi. Donc effectivement, en termes de création de valeur, on peut avoir des chocs sur l'approche patrimoniale, donc attention à utiliser vraiment avec des pincettes. Pour les autres actifs incorporels, les brevets, etc., on a exactement la même logique, puisqu'ils sont incorporels, par définition, ils sont difficilement évaluables. Et donc, prendre l'actif net en référence, c'est compliqué. On peut prendre un actif net réévalué, qu'on va retraiter au maximum, mais ça donne une autre approche. Donc là, vous aviez une approche ici, compte de résultat. Ici, vous avez une approche bilan. Donc, ces deux approches ont chacune leurs défauts. Finalement, peut-être le plus gros défaut qui est derrière, c'est le rôle et surtout la pertinence de la comptabilité. Finalement, toutes ces analyses sont faites en général à partir des comptes. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est la seule chose que l'on a au départ. Mais est-ce que la comptabilité, finalement, est un bon indicateur de la performance d'une entreprise? Alors, on va le traiter sur le slide d'après. Mais la réponse, naturellement, est non. Donc, ça dépend des pays, mais je pense que tu peux toujours trafiquer suffisamment pour que, quel que soit le pays, ça peut être un mauvais indicateur quand même. Mais il y a des pays qui sont effectivement meilleurs que d'autres. Donc, si on ne veut pas prendre la comptabilité, si on ne veut pas prendre les marges, si on ne veut pas prendre le patrimoine, qu'est-ce qu'on peut prendre? Bien, on va prendre des notions très basiques. Le cash. Quand je suis actionnaire, finalement, c'est bien, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, que vous avez créé de la valeur, du goodwill, vous pouvez utiliser tous les beaux termes, les ROE, les ROCE. Bon, finalement, moi, ce qui m'intéresse, à la fin, c'est combien de dividendes j'ai perçus dans mon investissement. De combien, si la société est cotée, le cours de bourse est apprécié. Autre notion, bien sûr, très utile, le free cash flow, là aussi, c'est le cash, combien j'ai dans la poche. Et donc là, vous pouvez me raconter qu'il y a des comptabilités plus favorables dans certains pays que d'autres, vous pouvez m'expliquer que vous avez fait des super acquisitions, que les flux vont venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en cash, combien il me reste. Donc, vous voyez, finalement, on arrive à 3-4 familles d'indicateurs qui peuvent être des indicateurs de la performance, mais on va voir que pour moi, à ce niveau-là, on n'a toujours pas traité la problématique de la création de valeur. Alors, sur la comptabilité, je pense que ça vaut le coup de faire un petit arrêt sur image. Pourquoi? Parce que, effectivement, toute la base est là-dessus. Beaucoup d'analystes aujourd'hui, toutes les nouvelles générations, retraitent très peu. Et les IFRS ou les normes US GAAP ont permis quand même de faire beaucoup de choses. Donc, je pense que ça vaut le coup de vous mettre un petit éclairage. Alors, ce comics, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, mais je trouve qu'il est il reflète énormément ce que je pense de la comptabilité.
Alors, quel est la comptabilité, on est d'accord, on parle bien des états financiers, le compte de résultat, le bilan, le cash flow statement, donc le tableau des flux de trésorerie, et les annexes. Quelle est la mission de la comptabilité? Alors, certains de mes étudiants disent la compta, ça ne sert à rien. Ils exagèrent un petit peu quand même. Ça permet à rendre compte. À qui? À l'administration fiscale, ouais, ça malheureusement il faut, aux organismes sociaux, aux actionnaires. Donc là, forcément, on a peut-être intérêt à optimiser la comptabilité quand vous avez des actionnaires en face, et donc pas de tricher. Le propos n'est pas là, mais au moins de pouvoir faire apparaître la société sous un meilleur jour. Les banques, là aussi, si vous voulez faire des prêts, c'est quand même pas mal de donner une belle image à votre banquier pour qu'il soit un peu plus flexible sur la quantité, sur le montant de prêt. Et puis normalement, la performance de la gestion. Et donc là-dessus, on peut débattre. Est-ce que la comptabilité peut donner une bonne performance en interne de la gestion? À mon avis, non. Si on a une comptabilité analytique, probablement on a quelque chose d'un peu plus économique. Et donc ce que je dis souvent, c'est quand j'analyse une société, je dis bon, la compta, ok, vous l'avez, c'est un bon départ. Moi, je veux les vrais comptes, ceux de la compta analytique, où là, effectivement, vous avez quand même une meilleure visibilité ou une meilleure vision économique de la situation. Alors pour enfoncer le clou sur la comptabilité, référentiel comptable. Est-ce que les IFRS, donc les normes européennes françaises, les normes européennes qui sont plus du tout européennes, puisque maintenant c'est plus de 100 pays, les Chinois, les Japonais ont tous adopté relooké des IFRS chinois ou des IFRS japonais, les Australiens également. Bon, ok, ça c'est un standard. Deuxième standard, les normes américaines ou les normes nationales, donc les normes françaises, les normes de tous les pays européens que vous souhaitez ou d'ailleurs mondiaux. Alors, quel problème ça soulève? Tout simplement, ça soulève le problème que vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc, j'ai déjà vécu ça avec un des grands groupes du CAC 40. Il avait publié plus de 2 milliards de résultats en normes IFRS, enfin normes French Gap à l'époque, les IFRS n'étaient pas là, et moins 3 milliards en normes américaines. Donc, ça posait un peu un souci. Qui avait raison? Pourquoi il y avait cette dichotomie? Et donc, quand, je vous rappelle, on cherche à comprendre la création de valeur ou la performance des entreprises, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les Américains sont un meilleur référentiel que les normes françaises? Tout simplement, en fait, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes règles. La compta, finalement, c'est un langage. Donc ensuite, à partir de là, vous avez des conventions, et puis vous les utilisez. Et à partir de là, c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes résultats. Alors, je vous ai donné quelques éléments pour en discuter. Les normes versus les règles. Les IFRS sont une norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner des indications. Les règles, c'est si vous avez cette situation, alors vous avez telle chose, sinon vous faites ça, sinon vous faites ça. Tout est bien expliqué. Donc ce que j'aime bien dire entre les IFRS et les US, en gros, c'est plusieurs kilos de papier de différence, puisque les règles, vous avez toutes les exceptions en US. En normes IFRS, on vous dit si le chiffre d'affaires, par exemple si on prend les impairments, si vous avez une baisse sensible, alors il faut faire ça. Sensible, ça veut dire quoi? C'est votre interprétation, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui permet au groupe d'avoir pas mal de marge de manœuvre là-dessus. Donc j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps pour l'AMF sur les impairments, donc les dépréciations d'actifs. Ce n'est pas compliqué, j'ai pris un pôle d'assureurs, puisque c'était sur l'assurance qui me demandait ça, c'est là où il y a le plus de dépréciation. Donc j'ai pris tous les assureurs côté d'Europe et je n'ai pas trouvé un seul qui avait la même règle que l'autre. Donc il y en a un qui disait, moi si ça baisse de 20% c'est sensible, un autre 25%, un autre 30%, un autre c'était 50% mais sur 6 mois, un autre c'était 20% sur un an. Chacun fait sa règle. Normal, on vous dit, si ça a baissé sensiblement, vous passez. Comme sensiblement n'est pas défini, vous interprétez. Donc si vous interprétez, ça veut dire que vous n'avez pas du tout la même analyse nécessairement que le voisin. Ça, c'est juste de l'interprétation de normes. Ensuite, vous avez l'optimisation. Encore une fois, je ne parle pas de personnes mal intentionnées, c'est juste de dire si j'écris une écriture à telle date plutôt qu'à telle autre, ou si je considère un verre à moitié vide ou à moitié plein, j'ai une image différente et donc autant qu'en respectant complètement la comptabilité, je l'utilise. Donc là encore, vous avez des biais et donc ça, naturellement, ces biais pour utiliser la création de valeur, ça pose un souci. On nous dit que la comptabilité doit être fidèle. Et puis finalement, on dit non, on préfère qu'elle soit fiable. Et en fait, aujourd'hui, on dit non, on abandonne tout, on veut que ce soit comparable. Pour l'idéal, on voudrait qu'il y ait les trois. Qu'est-ce que ça veut dire fidèle? C'est fidèle à l'entreprise. Donc il y a une norme pour les spécialistes qui s'appelle l'IFRS 8,
qui est une norme sectorielle. Donc en fait, cette norme laisse la possibilité à l'entreprise de faire le reporting qu'elle a envie, qui correspond à sa politique interne. Donc ça, c'est très utile quand vous étudiez cette entreprise parce qu'au moins, vous dites, OK, il y a les IFRS où ils ont tout rentré au forceps pour que ça rentre. Et puis, de l'autre côté, il y a leur vrai compta qui ressort. Le problème, c'est que bien sûr, chaque entreprise a une approche différente. Donc c'est sympa d'avoir quelque chose de fidèle, mais je ne peux rien en faire sauf si j'étudie que cette entreprise et je ne peux pas la comparer avec une autre entreprise puisqu'elle a forcément un schéma différent. Fiable. Ben, fiable, ça veut dire je vais essayer de mettre des vrais chiffres, bon jusque-là ça va, mais c'est plutôt logique de dire on veut que tout le monde, on va définir des règles pour que tout le monde les respecte et à partir de là on espère que ce sera fiable parce que tout le monde aura respecté les mêmes règles. Donc vous voyez, c'est l'approche américaine de dire c'est fiable parce que j'ai bien listé toutes les situations et donc je peux associer. Donc il n'y a pas, c'est par opposition à interprétation. Et comparable, qu'est-ce que ça veut dire comparable? Là c'est l'horreur, mais pourtant c'est le plus utile pour les externes. C'est je crée un unique masque, champ, un unique objet et tout le monde doit rentrer dedans. Alors moi, j'ai un chiffre d'affaires, le problème, il est sur plusieurs années, j'ai des flux entrants, je ne paye pas tout de suite. Alors moi, j'ai des chiffres d'affaires avec des ristournes, moi, j'ai des chiffres d'affaires avec des points de fidélité. Ah oui, mais tout ça, ça ne marche pas. Vous avez un chiffre d'affaires, tout le monde le même, et il faut que ça rentre. Donc là, vous perdez en fiabilité, surtout en fiabilité, mais c'est un peu plus comparable. Donc vous voyez bien que le problème, c'est que selon les référentiels que vous allez utiliser, vous allez avoir quelque chose, en tout cas, qui ne reflète pas de la création de valeur. Dernier point, et ça c'est le pire, la volatilité comptable. Là-dessus, on a écrit beaucoup de choses à l'EDEC. Dès que c'est sorti, en 2005, les IFRS sont apparus. Dès 2006, on a écrit pas mal de choses, notamment par rapport à l'interprétation financière sur les couvertures et ces choses-là. Vous avez tout simplement des situations, donc j'ai des vrais exemples dans ces écrits qui sont complètement publics, où vous avez des sociétés qui se couvraient quand le sous-jacent s'améliorait, donc ça veut dire que la situation de l'entreprise s'améliorait. Elle était pénalisée par des pertes qui se matérialisaient dans le compte de résultat, mais pas le gain. Donc on avait quelque chose d'asymétrique. Mieux ça allait, plus le bilan grossissait grâce à cette situation, mais moins ça allait au niveau du compte de résultat. On a eu une société qui a fait un profit warning de 30% parce qu'elle se couvrait sur des taux. La situation des taux s'améliorait considérablement pour elle, donc elle avait en termes de cash flow futur beaucoup de potentiel, mais elle a enregistré une perte comptable latente, bien sûr, sur une couverture de dérivés. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu stupide? Ça se discute. En tout cas, le problème, c'est que la volatilité comptable aujourd'hui a souvent rien à voir avec la performance économique. Et donc, vous avez beaucoup d'entreprises maintenant qui ont des fonds propres ça ne passe pas nécessairement par le compte de résultat, mais ça passe par les fonds propres, avec des variations de 10, 20, 30% chaque année. Et cette volatilité n'est juste qu'un jeu de plus ou moins value latente interprété dans le bilan. Donc ça, c'est aussi un souci. Donc encore une fois, vous voyez, je pense, à travers tous ces exemples, que finalement, la comptabilité, c'est bien parce qu'on en a besoin pour démarrer, pour calculer les ratios clés, etc. Mais très vite, il faut essayer de transformer tout ça en économique et donc oublier tous ces ratios à partir de chiffres comptables pour mettre des chiffres économiques, des réalités plus économiques qui, eux, vont vous permettre de mesurer mieux la valeur. OK? Alors, maintenant, lançons-nous dans la création de valeur. Et pour ce faire, puisqu'on est à l'EDEC, on va prendre les théories financières. Donc, j'ai intitulé ce slide « La théorie financière au service des entreprises, quelle tendance ?» Si on reprend un peu toutes les théories, on a le bloc marge. Donc ici, c'est ce dont on a parlé initialement sur le premier slide. Je prends toute une liste et je divise par le chiffre d'affaires, j'ai des marges. Vous avez bien compris, les marges sont un indicateur utile, notamment sur la variation des marges d'une année à l'autre ou d'un trimestre à l'autre pour apprécier l'évolution du business, mais n'est pas suffisante pour savoir si on crée ou pas de la valeur. Deuxième bloc, l'approche bilancielle avec le ROE et le ROCE, qui lui vous permet de dire je vais savoir combien j'ai gagné par rapport à ce que j'ai mis. Donc des indicateurs très intéressants naturellement, notamment pour les actionnaires ou pour les entreprises, mais est-ce que c'est suffisant? Le problème, c'est que vous pouvez avoir des industries qui vont vous faire de très belles rentabilités, mais en ayant pris des risques considérables. Donc ça, c'est un problème parce que vous ne pouvez pas le considérer à travers le ROE ni à travers les marges.
D'où le fameux CAPM que vous connaissez tous, donc qui est la mesure du risque. Quelle est l'idée? C'est de dire on va considérer que les fonds propres ont un coût. Si j'accepte d'investir dans telle entreprise, c'est que j'en attends une rémunération. Sinon, je vais les investir ailleurs, dans d'autres placements. Donc c'est ça la mesure, le prix du risque. Et donc ici, vous avez, on peut rapidement décomposer cela. En gros, si je vous propose d'investir dans une entreprise, comment allez-vous réagir? Vous allez voir, est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que le management est bon? Est-ce que je crois au business plan, au flux futur? Et finalement, est-ce que je vais gagner de l'argent? Comment apprécier le risque qui est derrière? Ou comment vous allez apprécier si vous investissez dans telle entreprise plutôt que telle autre? Et en fait, vous allez dire, quand je fais un investissement, je veux au moins déjà que ça me rapporte l'inflation. Pourquoi? Parce que si vous vous privez de consommer immédiatement, vous allez dire, OK, moi je veux bien ne pas acheter la voiture de mes rêves demain ou mon sac à main de mes rêves, mais je préfère différer cette épargne et je veux au moins l'inflation. Et je veux aussi que le coût de l'argent soit dedans, donc en termes de pouvoir d'achat, le taux d'intérêt réel, donc le fameux taux interbancaire négocié entre les banques, je ne veux pas non plus perdre mon pouvoir d'achat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Si j'investis dans une entreprise, je veux aussi que je sois rémunéré pour son risque de défaut. Sinon, je préfère investir dans la banque, dans des produits, enfin maintenant la banque c'est un peu plus dangereux que ce ne fut, mais dans des produits normalement garantis. Et là-dessus, au moins, j'aurai un rendement certain. Donc si je vais investir sur par exemple des obligations, je vais intégrer le taux sans risque plus le risque de défaut. Donc ça, c'est effectivement le coût des obligations. Vous voyez ici le coût de la dette. Comment un banquier ou un obligataire accepte de rémunérer son investissement. Il va regarder quel est le taux sans risque et y rajouter quelques pourcentages de rémunération au regard de la probabilité de risque. Naturellement, plus l'activité est risquée, plus il y a des chances que ce soit risqué, plus le risque de défaut est fort et donc plus la rémunération va être importante. Donc aujourd'hui, les taux sont en gros à 1%. Si vous êtes une entreprise très très solide, on va vous prêter à 1,1, 1,2. Certains même ont des taux plus faibles que l'État. Ça vous montre la solidité de l'État. Et en revanche, certains aujourd'hui ont besoin d'avoir 6, 7, 8% de rendement pour trouver de l'argent, pour trouver des fonds. Donc ça, c'est le coût de la dette. Ensuite, donc là, on est bien le coût de la dette. Maintenant, si on parle côté fonds propres, c'est-à-dire mon risque n'est plus la faillite. Vous êtes d'accord? Quand vous achetez une obligation de la dette, vous négociez un rendement qu'on vous donne et a priori, vous allez l'avoir, sauf si elle fait faillite. Ici, les actions, la logique est complètement différente. Vous allez regarder, vous investissez dans le capital, donc vous êtes actionnaire et vous avez 100% du risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat net appartient 100% à l'actionnaire. Vous récupérez ça après que les salariés, les fournisseurs, la banque, tous les intermédiaires qui passent avant l'État soient rémunérés. Et donc, s'il en reste, c'est pour l'actionnaire. Naturellement, si l'entreprise est très très riche, l'obligataire aura la même rémunération, celle qui a été négociée au départ. En revanche, l'actionnaire va gagner beaucoup d'argent. Si à l'opposé, l'entreprise gagne très très peu, l'obligataire, lui, aura son taux, à condition qu'elle ne fasse pas faillite. Par contre, l'actionnaire va peut-être rester 10 ans, 20 ans sans avoir un seul euro et même aura une valeur de revente inférieure à son capital. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût du risque additionnel au-dessus du risque de défaut et qui est une prime de risque de marché. Donc concrètement, on la calcule par rapport au rendement des marchés actions. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 7%, 7-8%. Et éventuellement, on rajoute un risque intrinsèque, donc je ne l'ai pas dessiné ici. Pour les intimes, donc ça s'appelle le bêta. Et donc le risque intrinsèque à l'entreprise, le risque spécifique, on va dire OK, l'entreprise dans laquelle je veux investir est encore plus risquée que le marché, que la moyenne des marchés financiers. Donc je ne sais pas si je prends l'Eurostoxx 50 et que je veux investir dans une entreprise, une PME non cotée, vous imaginez bien, le risque n'est pas le même, donc je vais rajouter cette prime de risque. Alors pourquoi je vous parle de ce risque-là? Tout simplement parce que la création de valeur aujourd'hui est très souvent mesurée par rapport au ROE moins le coût des fonds propres. Est-ce que c'est logique? Oui, j'ai mobilisé des fonds propres, j'en attends une rémunération qui est le résultat net, mais attention, ce coût d'immobilisation, il faut bien le retraiter. Pourquoi c'est intéressant d'enlever le coût des fonds propres? Parce qu'effectivement, si vous avez deux entreprises avec une qui prend beaucoup de risques, ou deux activités par exemple, ça c'est très intéressant
Ça va être le point suivant sur les allocations de capital. Si vous avez deux activités, la même entreprise mais deux activités, qui génèrent exactement le même ROE, donc la même rentabilité, mais avec des risques considérables. Une travaille, je ne sais pas, sur des dérivés à base de matières premières et l'autre vend une activité sur les autoroutes. Vous voyez bien que la chose n'a rien à voir. Même si les rentabilités sont les mêmes, vous êtes d'accord que votre prise de risque n'est pas du tout la même. Vous voulez que cette volatilité se matérialise. À travers la rentabilité, vous ne la voyez pas. Si les deux font 15%, ça ne vous permet pas d'arbitrer. D'où la mesure de la création de valeur. Donc dans les années 70, l'économie value-added s'est démocratisée. En fait, on a trouvé des traces de cette approche-là dans les années 20 déjà par GE et une autre grosse américaine qui finalement disent OK, la création de valeur, ça va être ce que j'ai gagné par rapport à ce que j'ai placé, le ROE, moins ce que ça me coûte comme immobilisation de capital. Et donc, vous voyez bien, c'est ce coût des fonds propres. Donc, si je gagne 15%, mais que j'ai un risque de 14%, je crée 1% de valeur. Alors ça, c'est très intéressant parce que si vous utilisez ça, vous pouvez tous faire ça avec votre entreprise et ça va être la catastrophe. Pourquoi? Parce que la plupart des entreprises, quand vous leur demandez « crées-tu de la valeur ?» ils vous disent « bah oui, j'ai fait 100 millions de résultats, j'ai fait 1 milliard de résultats. » Bah oui, c'est bien, mais quel est le coût de mobilisation derrière? Combien de capitaux propres as-tu mobilisé? Et en termes d'arbitrage, quel est le coût qui est derrière? Et donc des grands groupes qui font, là j'ai en tête par exemple un groupe que je côtoie énormément, qui fait 900 millions de résultats, sympa. Quand ils ont fait le calcul, bah, ils ont un problème, il faut qu'ils fassent 1,1 milliard. Et ils n'ont jamais fait 1,1 milliard dans leur vie. Ce qui veut dire que c'est un peu compliqué à absorber, mais cette boîte détruit de la valeur. Ce qui veut dire qu'avec 900 millions de valeur, vous ne créerez rien. Donc ce n'est pas compliqué si vous voulez jouer avec votre entreprise. Vous regardez dans le bilan les fonds propres, vous regardez le résultat net, ça vous donne le ROE. Et le coût des capitaux propres, selon le type d'entreprise, on va dire une entreprise standard, entre guillemets, une grosse entreprise du CAC ou autre, si vous prenez 8-9%, c'est pas mal. Donc si vous n'êtes pas coté, vous pouvez monter à 10, 11, 12. Si vous êtes dans des actifs très risqués, vous allez monter à 15. Si vous êtes une start-up ou une entreprise qui a peu d'expérience, vous pouvez monter jusqu'à 18. Et vous multipliez ça par les fonds propres, ça vous donne le résultat net que vous devez faire. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne créent pas de valeur. Donc, ce que je vous raconte là, pour l'instant, est maîtrisé par toutes les entreprises cotées, parce que les actionnaires leur demandent ça. Les analystes, quand ils font une étude, publient ces chiffres-là, et donc ils ont vraiment ça comme guidance. Pour les entreprises non cotées, c'est beaucoup plus hétérogène, et on va dire petits 2-3% qui le font réellement. Dans les grandes entreprises, ça se pratique petit à petit. Donc, on a une évolution culturelle aujourd'hui qui va, dans le meilleur des cas, des marges, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont focalisés sur les marges, vers le ROE et le ROCE. Donc, on a pas mal de gens qui nous demandent des formations sur les bilans parce qu'ils disent c'est vrai qu'on n'a jamais regardé ça. Et donc, on évolue vers ça. Et une fois qu'on est confortable avec ça, on évolue vers le coût du risque ici pour faire la création de valeur. Oui. On peut être d'accord avec ça, mais on peut dire aussi. Tu peux ne pas être d'accord. Il y a de la valeur qui est créée, mais qu'il y a des acteurs qui en profitent sans avoir pris de risque. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Tu penses à qui? Le management qui se paye bien, ah oui. etc. Alors, si le management se paye bien, normalement, la création de valeur va être plus faible, puisque tu as un résultat net plus faible. Et c'est justement la tendance des entreprises. Tu fais référence à des débats actuels. Voilà. Oui, donc tout à fait, non, bien sûr. Donc ça aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux le mesurer. Ouais. Donc tu vas dire, OK, bah, la prime de départ de M. Duchemol était un peu substantielle, ça pèse tant dans le résultat ou dans le bilan. Et donc, ça a un impact immédiat sur les créations de valeur. On peut dire, voilà, ça a coûté 0,3 points de création de valeur pour l'actionnaire cette année. Après, on peut complètement. En disant que, voilà, ensuite tu acceptes ou pas, mais au moins tu sais. Alors, ce qui est très important là-dedans, sachez que tous ces indicateurs que j'utilise et que je vais vous montrer, pour moi, ce ne sont que des indicateurs. Ce n'est pas je me mets en pilotage automatique et je vous donne la bonne solution. Quand je bosse sur des fusions-acquisitions, c'est pareil. J'arrive avec des résultats en disant vous pouvez acquérir à ce prix-là, vous allez détruire de la valeur pendant 10 ans, mais ce n'est pas grave du moment que vous le sachez, vous êtes au courant. Et donc naturellement, sachez. Donc naturellement, vous avez au moins les billes pour le faire et parfois, d'un point de vue stratégique, naturellement, ça permet de le faire.
Donc vous dites, OK, je sais que cette opération est structurante pour moi, je suis un petit acteur français, je veux être un Européen, j'achète une entreprise avec différentes implémentations dans différents pays, ça me permet de changer de step. Par contre, il va me falloir 15 ans, 20 ans, j'ai des exemples, pour amortir ce truc-là. Bon, après, vous l'avez fait, donc aujourd'hui les gens qui ont fait ça disent « Ah oui, mais avec le recul, vous imaginez, c'était stupide ». En tout cas, ça vous a permis de changer de taille, de changer de configuration et donc toutes les restructurations, enfin ou toutes les opérations structurantes, naturellement, ce n'est pas parce qu'elles ne créent pas de valeur financière qu'il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et c'est aussi ton message, c'est de dire au moins on est au courant. Et après, comme tu l'annonces, comme tu le dis, si tout le monde accepte, c'est bon, mais on le sait au moins. Alors l'autre approche, c'est l'entreprise risk management. Donc ça, c'est beaucoup plus d'actualité. Aujourd'hui, peu d'entreprises européennes utilisent l'entreprise risk management. Et en fait, c'est en train de se généraliser dans les boîtes d'assurance et les banques. Pas parce qu'ils sont plus en avance et ils ont réfléchi plus à la finance, mais tout simplement parce qu'il y a une régulation qui les oblige. Donc Solvency 2 côté assurance, BAL 3 côté banque. Et donc on leur dit maintenant, tout ça c'est bien joli, mais vous avez vu, c'est déterministe. Il n'y a pas de risque là-dedans. Il y a un peu de risque au dénominateur au niveau du coût du capital, mais finalement, je n'ai pas tellement matérialisé le risque. Alors l'entreprise risk management, en langage bien simple, c'est tout simplement de dire, et en termes de management, pour moi c'est une véritable révolution culturelle, c'est de dire je vais approcher les risques de façon globale. Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, vous avez des managers de risque qui vont gérer ça un peu en silo, en disant ben voilà, telle activité a ce problème, telle activité a ce problème, etc. L'entreprise risk management, c'est de faire remonter tout ça et de voir, avec des matrices de corrélation, si les risques sont corrélés, au contraire des bénéfices de diversification, si vous avez des activités qui peuvent se compenser. Et on va introduire ces notions d'entreprise risk management dans leur performance et la création de valeur. Donc ça, c'est le premier trend qui devrait se généraliser. Donc comme je l'ai évoqué en introduction, les assureurs sont en plein dedans. Donc nous, on écrit pas mal de papiers là-dessus pour aider le marché un peu à montrer en quoi ça change. Beaucoup ont reçu ça en disant, bon, c'est la énième régulation qui vient, et puis là, celle-ci, elle est bien lourde. Ça nous coûte 100 millions d'investissement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont même certaines 500 millions, les grosses, et qui se disent, bon, maintenant que j'ai fait ça, je le mets dans un tiroir, qu'est-ce que je peux en faire? Donc, pas mal aujourd'hui, les decks, on est très actifs là-dessus pour dire aux entreprises, bah, écoutez, vous avez tous les chiffres. Au lieu de le laisser dans un tiroir, utilisez-le pour améliorer votre performance. Donc ça, c'est l'entreprise risk management. Et le deuxième point qui n'est pas nouveau d'un point de vue conceptuel, mais qui est nouveau avec l'entreprise risk management, c'est l'allocation de capital par business unit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est d'essayer d'avoir là aussi une vision holistique, de dire voilà, j'ai du capital et je veux essayer de l'optimiser, alors peut-être pas de l'optimiser, mais en tout cas de comprendre à nouveau comment j'ai alloué mes capitaux par activité. Et si je fais ça, ben ça va permettre de dire chaque business unit génère des rentabilités au regard du coût du capital. Ou, à ce moment-là, je ne prends plus le coût du capital, je prends l'entreprise risk management qui va dynamiser le ROE et le ROCE avec une approche risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de prendre le equity comptable, on va passer, alors certains d'entre vous connaissent bien le mot, le RORAC. Le RORAC, c'est le return on, comme un return on equity, mais au lieu de faire l'equity, on passe à du capital pondéré du risque, des capitaux sous risque. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Parce que ça permet de différencier chacune des activités, chacun des projets, chacun des produits, et vous pouvez le faire au niveau client. Donc j'ai bossé sur ça pour une entreprise qui voulait faire par client. Ça permet d'allouer le risque par client, le capital par client, pondéré du risque. Si j'ai un très bon client qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, donc je vais faire des ristournes partout, vous êtes capable de dire, bon, je sais bien, celui-là, il ne marche pas, je n'ai pas besoin de vos modèles, je le sais. Par contre, vous aurez peut-être besoin de réfléchir quelle est la volatilité du résultat de ce client. Et là, ça change tout, parce que cette volatilité va être intégrée donc, dans cette notion de RORAC, donc de rentabilité sur capitaux sous risque ou pondéré des capitaux alloués. D'accord? Donc vous voyez, aujourd'hui, on est en train de tout mélanger, les 5 points. Et c'est assez rude d'un point de vue culturel sur beaucoup d'entreprises. Certaines, comme je vous l'ai dit, peut-être parmi vous, vous dites, bah oui, moi c'est quand même la marge brute qui domine dans mon entreprise. Bon, on passe de la préhistoire, donc là on est à l'homo, je ne sais plus qui c'est celui-là, c'est le premier. C'est un singe, ouais.
et on va passer directement à celui avec son ordinateur. C'est-à-dire qu'on va passer directement de la marge brute à une analyse entreprise risk management global avec l'intégration du risque par allocation. Donc les deux sont faits. Donc ça, c'est des modèles que moi j'ai pratiqués quand j'étais analyste pour faire de l'évaluation. Et quand je suis arrivé à l'EDEC, je me suis aperçu que finalement, je pouvais le transformer en outil de pilotage stratégique et de mesurer la performance, et donc pour le coup, la création de valeur d'une entreprise. Alors, pour illustrer cela, j'ai envie de dire le modèle à minima, donc sans la pondération du risque, c'est celle-ci. C'est de dire, finalement, tout à l'heure, vous avez vu, on a parlé de la rentabilité sur capital employé. Donc la net EBIT sur les capitaux employés doit être supérieure à mon coût des capitaux. Ça, c'est simple. Vous allez investir votre argent dans le private equity. Vous allez dire combien vous allez me donner. Je vous donne du 7%. Ouais, 7%, c'est bien avec les taux d'aujourd'hui. Mais par contre, j'ai 5% de frais de… ce qui est quand même assez souvent, 4-5%, de frais de gestion. Ah oui, mais donc je ne gagne pas 7, je gagne 2 ou 3. Donc là, il n'y a pas de raison de ne pas faire pareil. Si le responsable de business unit dit voilà, j'ai fait du 15%, mais que son coût du capital il est à 14, il n'a pas créé 15, il a créé 1. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce que si vous mettez ça en place, finalement je suis capable, y compris les DRH, puisque c'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas longtemps, d'associer le travail de chacun d'entre vous à une de ces variables. Ça, vous êtes capable de le faire, et donc vous en déduisez immédiatement votre impact sur la création de valeur. Si je travaille sur les investissements, je bosse sur les actifs immobilisés et donc je suis dans le dénominateur du ROCE. Si je bosse sur les stocks clients ou fournisseurs, je suis dans le BFR, donc dans les actifs opérationnels. Si je travaille dans le marketing, dans la production, dans les services achats, dans la R&D, dans les RH, je suis au niveau des ressources, des charges d'exploitation et donc j'ai un impact ici, au numérateur de la rentabilité économique. Et de façon beaucoup plus générale, chacune de mes décisions, notamment quand je suis dans le top management, je donne un sentiment, donc c'est ici, un sentiment du risque, donc c'est le bêta dont je parlais tout à l'heure, le risque intrinsèque. Donc je donne une image du risque de mon entreprise et donc si plus je fais de projets risqués, plus mon coût du capital va monter. Donc finalement, vous voyez que dans toute la chaîne, le DG jusqu'au moindre salarié en bas de la chaîne va avoir un impact sur cette création de valeur. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que ça voudrait dire que tous les matins, chacun des salariés saurait pourquoi le matin, on lui met la pression sur des agrégats un peu au-dessus, mais non illustrés, alors que le DG a tout simplement en tête d'essayer d'avoir un ROCE supérieur au WACC. Donc ça se démocratise. C'est très intéressant parce qu'il y a des entreprises où c'est encore très secret. On ne donne même pas, alors le WACC n'en parlons pas, mais même pas le ROCE par business unit ou autre. Il y a 2-3 personnes qui savent, le DG, directeur financier et le contrôleur de gestion. Et le reporting de chacune des branches est tenu secret entre branches. Et puis d'autres, au contraire, c'est très diffusé. J'ai en tête un groupe de distribution où le responsable du supermarché connaît son WACC. Donc on descend quand même assez bas dans la structure et il sait très bien quel est son coût des capitaux et il sait très bien qu'à la fin de l'année, il va falloir que si son coût du capital est à 10, eh bien, il génère plus de 10 de rentabilité. Et ce n'est pas un financier, c'est un opérationnel, mais qui a eu ce genre d'approche et d'éducation qui fait qu'en interne, la stratégie est calée là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Alors, on fait pas mal de formations avec Stéphane là-dessus qui permet effectivement déjà de prendre conscience de ça. Alors ça, c'est à minima. Le modèle de demain, il existe aujourd'hui dans vraiment opérationnel, je pense qu'on peut dire à une petite dizaine de sociétés dans le monde, des assureurs, quelques banquiers, mais dans 6 mois, je pense qu'il y aura plus de 1000 entreprises qui en auront. Et dans 2 ans ou 3 ans, ça sera plusieurs dizaines de milliers. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. En fait, tous les assureurs et les banquiers sont en train de le mettre en œuvre. Et je trouve qu'on pourrait le mettre aussi dans l'industrie. Alors, quelle est la logique? Aujourd'hui, donc je suis désolé, j'ai pris un slide d'assureurs puisque c'est eux qui ont les modèles. Mais même si le langage paraît un peu barbare pour ceux qui ne sont pas de la science, c'est juste du démo. Prime, c'est chiffre d'affaires. Si je vais voir un DG d'une mutuelle. Donc, ce que je vous raconte est une histoire vraie. Les chiffres sont maquillés, mais c'est du vécu il y a 5-6 ans auprès d'une grosse mutuelle dont vous connaissez tous le nom. Comme vous en connaissez 7-8, vous ne pouvez pas l'identifier. Alors, cette mutuelle
je demande au DG, c'était une conférence à peu près de cette approche, donc c'est des travaux qu'on a publiés en 2008-2009, et donc on demande quelle est votre exposition au risque. Qu'est-ce que vous allez faire si je vous demande à tous quelle est l'exposition au risque de votre entreprise? En général, dans le meilleur des cas, vous allez raisonner par rapport aux résultats, mais très souvent, vous allez raisonner par rapport au chiffre d'affaires. Donc vous allez dire, OK, je fais du business dans tel pays, dans tel autre, donc celui-là il est risqué, celui-là il n'est pas risqué, donc en gros, OK, j'ai 20% d'exposition au risque parce que je fais 20% de mon chiffre d'affaires dans des pays un peu plus exotiques. Ça, c'est une approche. Ici, vous voyez, donc cette mutuelle fait. Donc ici, la vie, bon, l'assurance vie, c'est de l'épargne, donc ça, vous voyez, ce n'est pas très risqué. L'automobile et le bien, donc c'est l'assurance automobile, l'assurance habitation, ce n'est pas des choses risquées dans la mesure où c'est des risques de masse. Donc vous avez beaucoup de petits risques, mais normalement, un risque automobile ou un risque habitation ne devrait pas faire couler une boîte. Par contre, la responsabilité civile, sauf si tu as une maison énorme ou que tu as de la responsabilité civile, tu peux commencer à avoir des montants énormes. Alors le corporel, je l'ai mis là. La responsabilité civile, où là, effectivement, une personne qui a oublié, je ne sais pas, un médecin qui a oublié un bistouri dans le ventre de son patient 10 ans après, ça peut coûter cher. Un professionnel, un artisan qui a un gros problème avec le toit d'une maison qu'il a monté, donc responsabilité construction, ça coûte très cher, etc. Donc là, le gars dit, vous voyez, ici, j'ai que 7% de mon activité risquée. Tout le reste, c'est du risque de masse. C'est très bien géré. Je suis très serein. J'ai une entreprise qui n'a pas pris de risque. On est une petite mutuelle sympa et gérée prudemment. Deuxième mot, alors je suis désolé, le vert a sauté. Ici, normalement, ça devrait être sur la marge nette. Donc, on reste dans le monde des verts. La marge nette, donc naturellement, vous dites quelle est ton exposition. Est-ce que c'est rentable? Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens rentables, ils comprennent que c'est la marge. Et donc, ce DG nous dit, écoutez, c'est intéressant, vous avez raison, j'ai un peu de risque ici, 7%, mais, comme vous le voyez ici, c'est l'activité la mieux margée. C'est-à-dire, mon résultat net par rapport à mon chiffre d'affaires est de 6, alors que vous voyez, par exemple, en automobile, j'ai que 2,3%. L'automobile, je suis obligé d'en faire, c'est du mass market. C'est comme dans la banque avant BAL 3, où on avait du retail. Ce n'était pas très noble. Nos étudiants ne voulaient pas faire du retail. Ce qu'ils voulaient faire, c'était de la banque d'affaires. Ça, c'était chouette. Retail, ça ne rapporte pas, c'est un peu les petites mains. Aujourd'hui, avec BAL 3, il n'y a plus beaucoup d'acteurs qui ont des grandes banques d'affaires, ça coûte très cher, et tout le monde s'est remis au retail. Pour l'assurance, c'est pareil. L'assurance automobile, c'est du risque qu'on est obligé de faire, mais ce n'est pas très fun. Ce qui est sympa, c'est de travailler dans les grands risques, dans la responsabilité civile. Donc ici, oui, le gars de l'automobile, il fait ce qu'il peut, 2,3% de marge, mais on sait que ce n'est pas rentable. OK, donc vous voyez là, et je pense que je ne suis pas très éloigné de la réalité de vos raisonnements pour certains dans votre entreprise. Vous regardez l'exposition au risque en fonction du chiffre d'affaires et vous allez vérifier si c'est profitable, entre guillemets, si le risque pris est compensé par des cash flows supérieurs. Vous allez accepter d'aller au Nigeria, puisqu'on parlait de ça juste avant la présentation pour certains, si je vais gagner beaucoup d'argent, sinon je n'y vais pas. Je vais aller en Côte d'Ivoire si j'espère gagner beaucoup d'argent, etc. Donc effectivement, ici c'est ça. Je fais de la responsabilité civile, c'est risqué, mais j'ai 2,5 fois de plus de marge. Maintenant, je vais appliquer ce modèle. Je vais allouer le capital par business unit. Alors je vous ai pris pays, mais naturellement, vous pouvez prendre par métier, par zone géographique. Et je l'ai fait, c'est un peu touchy, par personne. Leur reporting était par business unit associé à un nom. Donc, c'était Pierre-Paul-Jacques. Bon, OK, on y va, Pierre-Paul-Jacques. Les bonus étaient calculés dessus, donc c'était un peu sensible comme sujet. Je mets l'entreprise management et l'allocation de capital là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, je vais considérer de combien de capital ai-je besoin pour travailler. Pour faire une paire de chaussures, j'ai besoin de matières premières, de machines, etc. Et j'ai une assez bonne idée du coût d'une paire de chaussures. Si je veux faire une voiture, j'ai une bonne idée, ou si vous voulez une série d'un modèle de chaussures, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'à la chaussure, mais en tout cas, on a une bonne idée du produit. Si je crée une voiture, j'ai une bonne idée aussi, en santé aussi. Finalement, dans tous les domaines, on a une bonne idée, y compris maintenant dans la banque et l'assurance, puisque vous avez une règle, Solvency II dans l'assurance, qui dit si tu as tel produit, tu as tel risque et ça te coûte tant de capital. D'accord? Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc, je vous ai dit, je le fais pour Total en ce moment. Qu'est-ce que je fais? Je dis Total est sensible au pétrole,
à la marge raffinerie sortie, le dollar, et on a pris une quatrième variable, et j'étudie la distribution de cette variable en disant, ben voilà, est-ce que cette variable est très risquée ou pas? Et je fixe une appétence au risque, c'est-à-dire le DG, donc là dans les assurances et les banquiers, ça se fait au niveau du DG, et le conseil d'administration qui va valider, va dire, moi j'accepte de prendre jusqu'à tel risque. Par exemple, j'accepte d'avoir un résultat net négatif une fois tous les 10 ans, ou une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les ans. Enfin, à ce moment-là, vous êtes très risk-lover, mais pourquoi pas. Donc, à partir de là, qu'est-ce que ça signifie? Vous allouez votre capital sachant qu'une chaussure, ça vaut tant, mais vous dites attention, une chaussure, c'est basé sur le cuir. Le coût de la matière première étant volatile, je vais modéliser sa volatilité. Je vais dire en gros, c'est bon. Aujourd'hui, ça me coûte 10. Même dans les pires des situations, ça arrivait une fois au cours des 100 dernières années, et je veux me protéger de ce niveau-là. Ben, avec 20 de capital, je suis bien. D'accord? Donc j'ai le capital, ce que vous appelez souvent le capital employé, le capital immobilisé pour bosser, et je vais rajouter un coussin, une marge de sécurité qui reflète le risque. Donc dans BAL 3 ou Solvency 2, vous avez du pot, il y a un modèle, on vous le donne. Et encore, les gens peuvent faire des modèles internes. Et dans l'industrie, il n'y a rien, mais ça ne vous empêche pas de faire la démarche. Certains assureurs l'avaient fait bien avant BAL. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça change complètement la configuration. Elle est ici. Donc pour faire 250 de chiffre d'affaires ici, j'ai besoin de 5. Donc si ça vous gêne les titres là, vous pouvez mettre Pierre-Paul Jacques. On est d'accord, c'est exactement la même logique. Donc ici, cette activité fait 250 millions de chiffre d'affaires et a besoin de 5 millions pour travailler. L'activité très dangereuse a 250 de chiffre d'affaires et a besoin de 86, etc. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que ça me donne le pourcentage de capital alloué. D'accord? Si je fais la somme des millions d'euros, donc ici ça me fait 474, si je divise 5 par 474, ça me donne le poids de chacune des activités. Vous êtes d'accord? Alors qu'est-ce qu'on découvre? Ben que finalement les 7% les 7% risqués au niveau de la prime de responsabilité civile, donc le chiffre d'affaires, vous êtes d'accord? Vous avez dit, moi je suis en risque sur 7% du chiffre d'affaires parce que je fais cette activité, vous consomme 18%, donc 2,5 fois plus que ce que vous croyez. D'accord? Et là, j'ai des chiffres assez sympas, j'ai des entreprises pour lesquelles j'ai des chiffres à 80%, 90%. Donc quand je mets 1 euro sur la table, c'est des assurances un peu particulières, je dois payer, par exemple les exploitations agricoles, je dois mettre 2 euros de fonds propres. D'accord? Donc ces chiffres, encore une fois, sont très proches de la réalité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais avoir une distorsion très très forte. Je vais avoir des activités qui finalement sont très très risquées, très rentables, c'est vrai, mais très risquées. Et donc je vais connaître, en normalisant le risque, en utilisant une norme qui est ici, je l'appelais risque adjusted de capital, le capital dont j'ai besoin. Et donc je compare dans le même univers le risque automobile et le risque responsabilité civile. Je comparais dans le même univers le Nigeria et la France. Je comparais dans le même modèle Pierre et Paul. Donc je ramène à une base commune le capital alloué pondéré du risque. Donc du coup déjà ça change la configuration. J'en ai une, je n'ai pas mis ces chiffres parce qu'elle est plus facilement identifiable, qui est carrément 10% du chiffre d'affaires représente 40% des fonds propres. Je peux vous dire, l'entreprise au départ m'a dit est-ce que c'est un calcul de prof ou c'est des vrais chiffres? On les a retestés et malheureusement, enfin, c'est la vraie vie. Et du coup, ils sont en train de repenser complètement leur modèle économique pour que ça consomme moins de capital. Ils sont en train de chercher à faire des acquisitions pour amortir aussi les résultats, etc. OK, pardon. À partir de là, puisque j'ai le fonds propre, finalement, vous êtes d'accord, c'est mon equity, mais rapporté au risque. Eh bien, je peux faire comme le ROE que vous avez tous maîtrisé tout à l'heure, résultat net sur chiffre d'affaires, pardon, résultat net sur fonds propres. Mais au lieu de mettre les fonds propres comptables, donc vous avez bien compris maintenant que c'est très utile, mais pas complètement suffisant pour la performance, eh bien, je vais le diviser par ces fonds propres. D'accord? Donc, si je fais une marge de 2,5 fois supérieure, j'ai mon résultat net qui est à 15, donc vous comprenez le calcul. J'ai 250 de chiffre d'affaires, j'ai une marge de 6,1, ça me fait 15 millions de résultats. 15 millions de résultats divisé par 86 millions de fonds propres consommés. Mon ROE, donc ici recostumisé en point du risque, est de 18. C'est clair pour tous? Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que comme par hasard, cette activité la plus rentable, où je donnais
l'intégralité de mon bonus à la fin de l'année à Pierre, parce que Pierre, il bossait comme un fou dans des activités au Nigeria. Bon, c'est sûr que le pauvre, c'est pas facile. Eh bien, je découvre que Pierre, il me rapporte finalement pas tant que ça, et que pondérer du risque, c'est la contribution la plus mauvaise. À l'opposé, Jacques, bon, lui, il est sympa, il fait de l'automobile, il n'est pas très sophistiqué, on l'a mis là, ça fait 40 ans qu'il est sur le département automobile, il va prendre la retraite, il n'a jamais eu de bonus. Ben là, finalement, c'est le meilleur de la classe. Il a 33%. Enfin, il y a les UC aussi à côté, mais bon, en gros, il a 33%. Qu'est-ce que ça engendre? Ce que je vous raconte là, c'est exactement pareil dans la banque. Pourquoi, tout d'un coup, tout le monde voulait faire de la banque d'affaires? Ça coûte tellement cher que les gens sont repliés vers la banque de détail. Vous pouvez regarder, AXA et Allianz étaient les deux premiers à avoir ce type de modèle avant Solvency II. Et lorsqu'ils les ont mis en œuvre, ils avaient dit, juste avant, notre politique, c'est l'assurance vie, la retraite, l'invalidité, enfin pardon, la dépendance, etc. Ils n'achètent que des portefeuilles automobiles. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que c'était super rentable. Je peux vous prendre une dernière illustration. On vient de faire une formation dans une entreprise qui a 2 activités. Donc c'est une histoire vraie, une entreprise familiale qui a une activité ancestrale pratiquement qui a 200 ans et qui est très rentable, mais qui consomme beaucoup de capital. Le DG, donc un familial, dit soudainement « c'est bien ce truc-là, mais je propose qu'avec le cash que l'on a, on se lance dans une activité dérivée dont les marges sont 4 fois moins importantes, mais elle consomme moins de capital. » Qu'est-ce qu'ont fait les familiaux? Ils n'ont pas eu cette présentation. Ils disent 4 fois moins, c'est vraiment nul. Le DG, qu'est-ce qu'il fait? La traduction, et c'est une histoire vraie, ils ont viré le top 12 de la boîte en disant mais il a complètement pété les plombs. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est investi, donc ça va représenter 20-25% du chiffre d'affaires. Il est en train de nous dilapider le patrimoine qu'ont constitué nos arrière-arrière-grands-parents en investissant dans des trucs modernes qui rapportent 4 fois moins de marge. J'ai fait l'exercice, celui-ci, en capital alloué. Le problème, ça faisait 4 fois moins de marge, mais ça consommait 7 fois moins de capital. Donc du coup, effectivement, la rentabilité était était bien supérieure à l'autre activité. Alors, ils avaient rapatrié le DG avant, donc j'y suis pour rien, mais ils ont repris un des 12 en disant « bon ok, finalement, on a dû se tromper, et allons-y ». Donc, ils sont en train aujourd'hui de réfléchir à cette problématique d'allocation. Donc, vous voyez, c'était l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer qu'on a des acteurs aujourd'hui à des niveaux très très différents avec cette présentation-là. Il y a encore des gens qui sont à la marge brute. Et là, on commence à dire, tiens, depuis la crise financière, finalement, l'argent n'est pas gratuit. En fait, c'est un problème de riches. Quand vous êtes riche, la marge brute, c'est très bien. Quand on commence à dire, mais attention, le capital, ce n'est pas gratuit, il faut l'allouer et il est nécessaire quand je le choisis de le mettre là, je ne peux pas le mettre ailleurs, eh bien, les gens commencent à dire, ça serait bien de comprendre le bilan. Ça, c'est le premier step. Le troisième step qui va très doucement, mais on commence. On a dans le retail, dans les côtés, il n'y a pas de souci. Dans l'automobile, on a aussi des petites boîtes comme ça qui commencent à comprendre ça et qui pondèrent du risque. Et là, maintenant, il y a un grand chantier pour toute l'industrie. Donc, en reporting interne, en analytique, ils arrivent à avoir des chiffres, mais ils ne les exploitent pas sous la forme de ce tableau. Pourquoi ce tableau est intéressant? Parce qu'à partir de là, une fois que vous avez fait cet état des lieux, naturellement, c'est bien, on sait où on en est. Mais surtout, ça va vous permettre de prendre des décisions. Ce que je dis par rapport à Solvency II ou Bâle III, qui est très chronophage, qui est très consommateur de capital, qui finalement, on peut se demander si, allez, je vais être sympa, 50% ne sert à rien. Mais le gros avantage, c'est surtout qu'il permet d'objectiver. Donc ce genre de tableau, moi j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il permet d'objectiver les décisions. Vous avez toujours dans les conseils d'administration ou les DG qui se disputent, mais il faut monter ça, il faut baisser ça. Là, vous dites, OK, je mets le prix, je vois ce qui se passe. Et vous l'avez bien compris tout à l'heure ce que je disais, ça ne veut pas dire que je me mets en pilotage automatique et que je fais les arbitrages. Là, cette entreprise n'a pas dit stop, j'arrête la RCG, j'arrête la responsabilité civile. Elle ne peut pas, c'est son cœur de métier, c'est pour ça qu'elle existe. Mais elle a dit, attention, il va falloir que je gère différemment, que je réduise mes capitaux. Ici, elle était à 34, il faut que je trouve un moyen de les réduire. Je vais mieux me couvrir, je vais acheter des produits de couverture, je vais me réassurer, je vais me débrouiller pour réduire ça. Total, voilà, il se couvre contre le dollar, se couvre contre le prix du pétrole et la consommation de capital est plus faible. Sur mon histoire de chaussures, pareil, on va essayer de trouver des moyens de mieux gérer le prix de revient du cuir, etc., etc.
À partir de là, ça vous permet d'avoir aussi de l'arbitrage en disant finalement peut-être telle activité serait plus rentable que telle autre et donc le capital que je vais libérer, je le mets dedans. Troisième grand avantage, et ça les entreprises sont peu sensibles, vous avez l'excédent ici. Ici, vous êtes d'accord, c'est le capital dont vous avez besoin. Ça, c'est très très intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez raisonné tout le temps en capital que vous avez. Quand vous calculez la rentabilité, vous prenez un résultat net par rapport aux fonds propres que vous avez. Mais dans ces fonds propres il y en a peut-être un gros paquet qui dorment. Ça, l'actionnaire, il n'aime pas. Si vous donnez de l'argent pour le mettre sur la trésor, je peux le faire moi-même. Là, ici, vous avez donc du coup l'excédent en disant, une fois que j'ai fait mon modèle de couverture, enfin de capital pondéré du risque, et je peux forcer. Je peux dire, OK, moi je suis très averse au risque, je veux la ceinture, les bretelles, le parachute et la bouée. Bon, OK, vous pouvez. Et à ce moment-là, s'il reste du capital ici, vous savez quel est votre réel excédent et vous pouvez à ce moment-là le réallouer. Ici, vous voyez, c'est un modèle de valorisation que j'utilisais. Donc ici, j'arrive à la valorisation de l'entreprise. En fait, je détruis de la valeur. Ici, mes 615 ouais, valent 308. C'est-à-dire que je les place, et encore à l'époque, c'était sympa. Les taux étaient élevés. Aujourd'hui, ça ne vaudrait même pas 100. Donc vous avez aussi cet outil de savoir quel est le capital qui travaille réellement, quel est le capital qui dort. Et là-dessus, vous pluguez n'importe quel modèle. Donc là, je ne l'ai pas amené pour ne pas vous effrayer, mais des modèles juste de modèles économiques avec tous les inputs de charge, ouais, tous les ratios clés. Et si vous pluguez ça, c'est très bien. Vous allez dire maintenant si je joue sur les commissions, si je joue sur les prix, si je joue sur les volumes, si je joue sur tel type de charge, si je joue sur la politique d'investissement, immédiatement, pluguez à ça, vous savez tout de suite qu'est-ce que vous créez comme valeur. Voilà cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as une idée du délai que les managers vont avoir en moyenne pour accepter cette révolution? Parce que c'est une révolution culturelle. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est bien, c'est accepter la culture. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que je m'aperçois que les directeurs financiers, où il y a toujours un ou deux personnes contrôleurs de gestion, qui sont open pour le faire, mais le DG ne veut pas en entendre parler. Et donc ça va dépendre énormément de la culture financière de l'entreprise. Donc nous, on va lancer avec Stéphane là, justement une enquête auprès de toutes les industries pour voir quelle est cette rapidité. Mais ça joue en fait, in fine, sur les gens. C'est pas la personne, c'est la personne qui fait tout. Donc, par exemple, on ne va pas trop donner de nom, mais celui-là, il est public sur Michelin. Il y avait le directeur financier de Michelin qui avait essayé de mettre ça en place il y a 15 ans. Pas aussi formalisé. Il a changé, il est dans une autre boîte, il est parti chez Malto. Il a mis ça chez Malto. Et Michelin n'ont pas utilisé de la même façon, même si Michelin a un WAC, ils ont des trucs très sophistiqués. Donc là, je n'ai pas de réponse. Parce que ça dépend, on aura peut-être un début de réponse. Mais effectivement, le problème, c'est ça, c'est que ça dépend de combien de temps le management bloque. Sur les mutuelles, si je reste dans le secteur de l'assurance, j'ai fait cette étude il y a déjà 5-6 ans. Quand je l'ai présentée en conférence il y a 5 ans, ça a été un bide. J'ai eu quelques boîtes côté qui ont dit « mais oui, bien sûr, c'est ça l'avenir ». Et les autres m'ont dit « mais ça, c'est un truc de capitaliste, un truc de prof, c'est des feuilles Excel ». Bon, et les mêmes aujourd'hui disent « bon, vous voulez bien nous représenter ». Donc, je refais ces conférences. Je souhaitais changer de sujet, maintenant je ne peux pas changer parce qu'on me redemande de faire ça. Donc, je me suis remis sur ces sujets qui sont très intéressants. Mais les mêmes, qui étaient très averses, disent finalement j'ai compris. La création de valeur, ça va être un papier assez provoque que j'espère faire en début d'année prochaine, ça va être la création de valeur dans les mutuelles. Le mot rentabilité, c'est interdit, puisque la mutuelle existe pour satisfaire ses sociétaires, ses adhérents, et il n'y a pas d'actionnaires. Mais je suis en train de alors j'ai des discussions musclées parfois, ça peut prendre des décennies. Dans l'assurance et la banque, c'est fini, ils n'ont plus le choix. Donc là, vous avez des mutuelles qui commencent à définir ils sont obligés de définir là, pour les mois qui suivent l'appétence au risque. C'est un concept quand même assez ardu. On demande ça au DG de signer le papier comme quoi ils sont d'accord et nouveauté, donc on s'est lancé aussi là-dessus, sur le conseil d'administration. Le conseil d'administration d'une mutuelle agricole, c'est un agriculteur. Le conseil d'administration médical, c'est des médecins. Et vous leur dites, est-ce que tu es d'accord pour signer ce modèle? Donc là aussi, il y a un barrage culturel très fort, mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils signent là dans l'année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, simplement, là, dans ce modèle, on parle de l'assurance, je pense qu'on parle en capitaux propres. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en considération les capitaux employés? Voilà,
Voilà. Ouais, complètement, Lequel, exactement. Par business unit. Exactement. Et que fait-on par exemple dans une dette d'acquisition portée par la maison mère quand on réalise? Exactement. Donc ça, c'est pas compliqué. Effectivement, on peut faire exactement le même modèle qui est celui-ci. C'est pour ça que j'ai présenté les deux. Celui-là, ce n'est pas un d'assurance, c'est plus d'industrie. Et par contre, vous pondérez ici du risque et toute la partie dette, comme dans toutes les comptes analytiques, vous allez la répartir. Et de dire, bon, cette dette-là, elle a été faite au niveau de la mer parce que ça coûte moins cher au niveau de la mer. Mais ensuite, elle va bien être réutilisée, réallouée. Et donc là, on va dire, bon, OK, attention, tu as fait cette acquisition, tu as fait tel projet, tu as fait telle activité, ça a consommé tel de capital, je te facture. Donc, ce n'est pas un problème. Du coup, il y a des WACC différents aussi. Je cherche une piste. Exactement. Donc là, le groupe dont je parlais dans le retail, dont je n'ai pas encore donné le nom, mais ça va venir à force, ils ont un WACC par pays et par type d'activité. Donc, ils font comme tous les retailers, de la banque, de l'immobilier, du supermarché, de l'hypermarché, et là, tout ce qui est Internet. Et ils ont un WACC pour chacun. Donc, c'est des matrices 5 lignes, colonnes, je ne sais plus, ils ont une dizaine de pays, et ils ont ça. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. Alors Michelin, puisque je l'ai cité, a été l'un des premiers à faire ça. Et c'est pareil. Quand j'en parle à certaines entreprises, ils me disent « mais comment vous voulez que je calcule le coût du capital de mes entreprises ?» C'est impossible. Bah si, parce qu'on arrive avec des questionnaires. Donc là, Michelin fait ça. Ils ont 50 questions. L'opérationnel qui n'a jamais fait de finance de sa vie remplit ce questionnaire. Est-ce que c'est une activité nouvelle pour le pays? Oui, non. Est-ce qu'il y a déjà une activité dans ce pays, etc. Donc, il y a 50 questions et à la fin des 50 questions, elles sont pondérées de façon à se dire OK, pour nous, c'est une activité très risquée ou finalement, non, c'est une activité qu'on a déjà fait 20 fois, le produit existe aussi, c'est une duplication d'un pays, donc c'est moins risqué. Et donc, ils vont être alloués un WACC à ce pays-là. Donc, il y a une entreprise que je connais, après d'autres peut-être le font, mais je ne sais pas. En tout cas, il y en a une, c'est sûr, aujourd'hui, qui le fait. Elle le fait par client. Donc, chaque client, bon, c'est des entreprises avec des énormes clients, fait ça avec une allocation de capital par client, avec un WACC par client. Et si on l'applique sur le calcul des frais de transfert, est-ce que c'est accepté ou pas? Alors, ce que tu soulèves, donc je vais répondre oui, non, mais c'est oui si tu en as la culture, voilà, si tu le justifies. La vraie question, et c'est encore un problème culturel, c'est la clé de répartition. Et donc, ceux qui ont fait la compta analytique, le prix de transfert entre deux entités, la question que vous souleviez sur la dette, c'est un exemple, mais la refacturation, c'est l'horreur. Donc, beaucoup d'entreprises l'ont et peuvent construire. D'autres ne l'ont pas, il va falloir reconstruire. Et effectivement, ça, c'est compliqué. Alors, dans la banque et l'assurance, c'est un peu plus facile parce qu'on a ces coûts-là, mais ça ne fait rien. Ils ont ce débat de dire, mais tous les coûts de holding, j'en fais quoi? Et donc, il y a ce prix de transfert. Donc ça demande, là, ils ont créé un comité des clés, je trouve ça très joli comme nom, où le gars a les clés pour réallouer le transfert. Et donc, effectivement, ça demande une grosse négociation parce que, bien sûr, chacun se bat pour sa business unit. Après, ce dont je n'ai pas parlé derrière, naturellement, pour moi, c'est des indicateurs intéressants, mais naturellement, il y a des risques modèles énormes. Quand vous pricez le prix du pétrole ou la volatilité du pétrole ou enfin de toutes les variables, naturellement, c'est compliqué. Solvency 2, c'est, je ne sais pas, il y a au moins 400 variables étudiées avec des volatilités. À l'EDEC, on a écrit ça dès les premiers modèles, je ne sais pas, le premier papier, j'ai dû le faire il y a 7-8 ans, où on massacrait la calibration, l'outil utilisé, la valuatrice pour les intimes, bon, qui n'est pas du tout pertinent, mais c'est devenu la référence, donc tout le monde bosse avec ça. Donc on bosse déjà avec un modèle faux, mais ça devient un standard, on bosse avec, c'est comme le CAPM dont les 3 prix Nobel dessus, on sait que c'est faux, mais on a que ça comme référence et ça fait 50 ans que tout le monde, enfin même plus maintenant, ça fait plus de 50 ans qu'en finance, c'est la base pour une acquisition, pour une actualisation d'un projet, pour des choses que vous utilisez tous les jours, des vannes, des TRI et tous ces trucs-là. Le modèle est faux, mais bon, on n'a pas d'autres meilleurs outils, donc on fait avec. Non, mais comme je l'ai évoqué, les AXA et Allianz, puisque ça a été les premiers à le faire, n'ont pas attendu Solvency 2. Même les mauvaises langues disent que Solvency 2, c'est un dérivé d'Allianz et d'AXA. Mais l'idée, c'est… Là, je suis en train de le faire avec une personne qui connaît un peu le sujet, mais qui n'est pas dans le pétrole. Et on s'est amusé à dire, bon, on va se lancer, on va essayer de le faire pour Total. Et là, on se moque de la régulation. En fait, la régulation, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est obligé. Donc, ce que tu évoques, c'est qu'il y avait une tonne d'acteurs où il y avait un peu de poussière, mais c'est pas grave, ils étaient riches, donc ils n'avaient pas de problème de création de valeur, ils s'en foutaient, ils étaient riches.
c'est bon. Là, maintenant, il y a une norme qui les oblige. Donc dans l'industrie, est-ce qu'un jour il y aura une norme? Je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de norme qu'il ne faut pas réfléchir à ce sujet. Et dans le service, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Le service, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez peu d'allocations. Mais vous pouvez l'appliquer. De toute façon, il y a des gens qui… Donc le RE dans le service, ce n'est pas un bon indicateur. Après, l'idée de ces choses-là, c'est que vous pouvez prendre les indicateurs habituels et de toute façon, vous allouez quand même du capital. Donc ça va être décisif. Donc c'est aussi utile. Mais après, effectivement, les chiffres sont plus choquants. Quand vous calculez le ROI d'une boîte de conseil qui a 3 ordinateurs et des frais de personnel, effectivement, vous allez dire la rentabilité, elle est immensissime. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est un moyen aussi d'apprécier l'évolution des fonds propres. Donc, on a quand même cette mesure de performance qui est derrière. Effectivement, ça paraît moins parlant, sauf dès l'instant où vous raisonnez en relatif, c'est-à-dire si vous avez des activités ou des business units différentes. Donc, dès l'instant où vous dites, même ça peut être géographique, vous avez un bureau de conseil qui a 4 bureaux en France, on n'est pas obligé d'avoir un truc au Nigeria, en Côte d'Ivoire, et vous allez calculer justement le RORAC ici de vos 4 bonhommes ou de vos 4 bureaux. Bon, c'est un peu l'artillerie lourde pour enfoncer un clou, mais pourquoi pas. En tout cas, d'un point de vue culturel, c'est pas mal. Et ce que j'insiste encore, ça ne donne pas les solutions magiques, mais par contre, ça objectivise. Et ça, c'est pas mal. Pas d'autres questions? Bon. On doit en prendre des gens en ligne ou ils sont morts? Bon, ok. Parfait, je vous remercie beaucoup. Moi, Et puis, vous n'avez pas parlé de la capacité d'autofinancement, parce que c'est aussi alors, une mesure qui est compliquée. ce qui est intéressant, effectivement, c'est que j'ai beaucoup insisté sur la partie dénominateur, en disant la compta, ce n'est pas bon. Mais vous avez tout à fait raison. Et donc ça, je suis en train de bosser sur un modèle comme ça qui est utilisé. La CAF ou même le résultat net, ce n'est pas pertinent. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En norme IFRS, vous êtes plus 3. En norme US, vous avez moins 2. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez tout à fait raison. Je ne l'ai pas du tout précisé et c'est ce qu'il faut mettre en œuvre. À ce moment-là, il faut à nouveau bien mettre en œuvre une compta analytique et essayer de dégager un résultat, ou une CAF si vous voulez, ou un cash flow. Moi, je ne suis pas trop fan de la CAF, mais bon, admettons. En tout cas, un agrégat qui va vous permettre de dire il est économique. Et donc, toutes les pollutions comptables qui ne sont pas cash, donc là, c'est bien par rapport à la CAF, vous les enlevez. Et vous dites, bon, en gros, OK, par exemple, là, sur le financier, un poids énorme, le résultat financier dans une boîte d'assurance, c'est parfois, il y a plus de résultats financiers que de résultats d'assurance. Là, justement, pour que les gens ne jouent pas trop avec, on l'a normalisé. En disant, OK, aujourd'hui, on va considérer que le marché action, ça rapporte, je ne sais pas, 3% ou 4%, l'immobilier, 3 ou 4 en net, les obligue 2%. Et les gens ne vont pas jouer avec ces variables-là parce qu'on veut qu'ils fassent de la performance ailleurs. Donc après, vous pouvez effectivement affiner et chercher à remplacer le résultat net ou le résultat d'exploitation ou des notions comptables par des notions économiques. Et effectivement, il faut faire ça. Parce que si vous avez un beau dénominateur et un numérateur qui reste comptable, c'est un peu dommage. Donc la compta analytique ici est essentielle. Maintenant, vous travaillez dans des grosses entreprises qui ont des comptes analytiques qui sont égales aux résultats comptables à part quelques ajustements. La réconciliation, moi je m'en moque. C'est pour la compta. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économique. Oui, C'est pas évident mais que ça le soit problème, le c'est cas, que dans parce les que petites c'est plus compliqué entreprises, dans des grandes. oui, mais dans les petites entreprises, les cas fréquents où la compta analytique C'est faisable. a un résultat et Si vous faites une compta analytique, en fait, franchement, moi, alors là, on a des étudiants de MBA, j'ai des étudiants de MBA que j'ai aidés là-dessus, et en fait, eux ont fait le boulot, moi, je dis aider, mais j'ai rien fait, j'ai juste checké, et qui ont fait des comptes analytiques pour des boîtes à 6 personnes, 6-7 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient savoir, effectivement, de façon très fine, ce qu'ils gagnaient économiquement. Donc, la compta analytique, ce n'est pas obligé que ce soit un monstre. Vous pouvez juste dire, ce que je cherche à comprendre, c'est comment circule le cash flow. Moi, je suis très fan de ça, quelle que soit la taille, que ce soit une start-up, une toute petite boîte. Ce que j'aime bien, c'est commencer par ça. Comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent. C'est presque une compta analytique. Alors, si vous avez 2-3 activités pour faire ça, effectivement, il faut des clés de répartition, des prix de transfert qui sont un peu plus sophistiqués, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un monstre. Vous pouvez avoir avec, là, l'exemple que j'ai en tête, c'est un gars qui a fait donc un MBA à l'EDEC et ensuite a racheté une entreprise. Il y avait 6 personnes. Aujourd'hui, ils sont 40 ou 50. Mais il a juste fait sur 6. Donc au départ, je lui ai dit, t'es sûr que tu ne prends pas un peu de
d'artillerie trop lourde, c'est pas surdimensionné en fait, non, parce qu'il avait envie d'optimiser ça et il s'est dit si j'arrive à le faire, comme il y avait 2-3 petites activités, finalement il y avait 2 personnes par activité, ensuite je pourrais le dupliquer, les renforcer, donc il s'est développé à l'étranger, il s'est développé déjà en région française puis à l'étranger, il a racheté d'autres boîtes et hop, tout ça rentre dans sa compte analytique. Et là où vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fâche, et là vous vous en moquez, c'est la compta. La compta analytique, si elle est clean, finalement vous racontez la vie de l'entreprise et vous pouvez la faire. Modulo, le prix de transfert. Après, ce qui est très compliqué, c'est de réconcilier avec la compta. Mais ça, c'est dans la grande boîte qu'on demande une réconciliation. Quand vous êtes dans une petite boîte, vous dites, moi j'ai les vrais chiffres, la compta, ben, j'ai un comptable, je ne sais même pas, je ne m'en occupe pas. Je suis pas complètement d'accord avec vous, parce que moi je suis en fait directrice indépendante, je fais beaucoup de gestion de management de transition, et le nombre de fois où j'ai vu que c'était géré par une compta analytique qui était complètement déconnectée de la compta, en fin d'année, vous avez 1 million d'écart de résultats et vous vous demandez pourquoi. Donc pour moi, c'est Moi, dans ces cas-là, je vais voir le comptable et je demande pourquoi il n'est pas plus propre. En général, c'est l'inverse. mais- Voilà, en général, on demande l'inverse et moi, je trouve que c'est… Sauf si le modèle est faux à la base. Moi, en général, ce que je vais faire, c'est que je sais quand même de comprendre. Quand on est externe, vous avez raison, quand vous êtes externe pour le valider, c'est ce que… On est d'accord. Quand vous êtes externe, comme vous n'avez pas toute l'info, vous dites peut-être que le gars qui a fait la compta analytique, c'est faux, et donc je préfère réconcilier. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si c'est moi qui fais la compta pour ma boîte, enfin, si le DG fait sa compta analytique pour dire sur un comptable, voilà comment je gagne de l'argent, c'est moins grave. Et en général, là, dans l'exemple dont je parle, le gars ne regardait pas du tout sa compta. Il dit, bon, ben, ça, tu essayes de me l'optimiser, je m'en moque. Donc vous avez raison. Par contre, pour un externe, j'ai aussi cette approche-là de dire, je double-check de façon à ce que la compta analytique, elle n'ait pas des trucs un peu bizarres. Et donc je vais voir le comptable qui m'explique pourquoi il a ça. Et effectivement, je vais checker pour que ça matche. Donc dans ce sens, vous avez tout à fait raison.